7 janvier 2022, un grand plaisir de nous retrouver encore pour débat pour la nation avec Grammy Clégan. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à se manifester pour cette grande émission dans cette grande chaîne Perfect Télévision. Je reçois pour vous deux intelligences de mon pays. Ils sont également très jeunes parce que Lumumba est décédé également jeune, à 35 ans. Avec le 2, nous allons parler de la politique de Lumumba, mais également de la politique de Laurent Désiré Kabila. Il y a Mike Gardi Diana, journaliste et analyste politique, et le professeur Yeni Edith Nkumu, professeur en sciences politiques au niveau de l'Université pédagogique nationale. Merci beaucoup à l'équipe technique, Belgodor, qui est là à la prise de vue, sans oublier Yafi Alungela qui a la régie finale. Merci beaucoup les Dipro, Florent Batampi et tous les personnels des Perfect Télévision. Les relais YouTube, c'est Peter Tiani. RDC, abonnez-vous massivement pour suivre toutes nos émissions. L'émission est diffusée à 11h juste, 19h juste, 1h juste et 7h juste. Merci beaucoup. Nous débutons, en tout cas, serrez vos ceintures et prenez les papiers et les stylos parce que vous allez noter beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses. Je l'ai fait spécialement pour vous parce que ces deux personnes sont très spéciales. Alors, les pertinents, comment vous allez? Je vais très bien, Grammic. C'est un plaisir pour ce premier rendez-vous de l'année. Oui, exactement. Et Mike Gardi Diana. j'ai d'ailleurs appris des choses, malheureusement, que tu ne m'avais pas dit, que je viens découvrir. Oh, quelles sont ces choses? Je ne sais pas. Malheureusement, ça, c'est des choses hors antenne. Alors, Mike Gardi Diana, bonne année. Comment ça évolue? Ouais, ça va. Dieu fait grâce. On est en vie et on continue à cheminer. De nouvelles, peut-être, mais on le donnera très prochainement. Merci beaucoup, Mike Gardi Diana. Je dois vous féliciter également parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent en vous. Quand j'ai lu les commentaires de vos publications dans les réseaux sociaux, je constate que plusieurs jeunes vous considèrent comme modèle, comme référence, comme élite. Quel est votre sentiment? Ces jeunes sont en train de se perdre ou bien ils sont sur la bonne voie en vous considérant comme élite, modèle et référence? Je ne sais pas. D'abord, de un, c'est un honneur de pouvoir le savoir ainsi. Mais sinon, je ne crois pas que ça soit un privilège. Ça veut dire que c'est une très grande responsabilité. C'est-à-dire que je dois veiller doublement sur ce que je fais, ce que je dis et ce que j'écris. Ça aussi, c'est parce que depuis les débuts de ma carrière, je me suis donné comme discipline, comme effort de ne pas tanguer, de ne pas aller, j'ai pas envie de dire céder à la pression ou aux autres formes de dérapage, mais sinon de pouvoir rester professionnel et faire ce que je peux faire, à la limite de ce que je peux faire. Sans vouloir prétendre que je suis celui qui les fait le mieux. Dans cette profession, il y a autant de gens, au-delà de leur coloration politique, des gens qui journalistiquement sont très efficaces, très professionnels. Je ne veux pas en citer ici, sinon je risque de créer une polémique. Ils sont tellement nombreux. Exactement. Mais je crois qu'aujourd'hui, le monde sait, le Congolais savent que quand on veut parler de la nouvelle génération de journalistes, il y a un pléthore de jeunes qui aujourd'hui fait un travail énorme et formidable. Merci beaucoup, Mike Gardi Diana. En face de Mike Gardi Diana, comme je l'ai annoncé, le professeur Yeni Edith Nkumu, de professeur en sciences politiques à l'Université pédagogique nationale. Votre premier passage ici a fait pratiquement tollé avec les salaires avancés des professeurs au niveau de l'université. Comment vous allez? Comment est-ce que vous vous portez, professeur? Oui, je vais bien. Juste, je salue mon co-débatteur. Je vous salue, Grammic, Ouais. Merveille, et juste Merci. tous nos téléspectateurs. Je suis vraiment ravi de juste avoir mon co-débatteur parce que je l'ai un peu écouté là. Je me dis, bon, je suis en face d'un jeune homme pertinent, fort, puissant, et quand on dit il est pratiquement peut-être référent de sa génération, je peux pratiquement croire à cela. Parce qu'en attente, déjà, je me dis, là, ça marche, les Congolais de l'avenir. Parce qu'à un certain moment, on s'est dit avec nos jeunes universitaires, peut-être que les Congos risquent un peu demain de sombrer. Mais les Congos, quand même, de l'avenir, lorsque nous c'est vous comptons. qui formez ces universitaires, ces jeunes universitaires. Oui, nous formons dans les conditions qui sont pratiquement juste les nôtres. Et puis, dans un environnement où, aujourd'hui, quand tu ne voles pas la face, nous avons juste des diplômes aujourd'hui sexuellement transmissibles, des diplômes financièrement transmissibles, des diplômes ethniquement
en transmissible, donc on a des diplômes à problème aujourd'hui parce que nos universités ne fonctionnent pas normalement. Quand nous prenons juste aujourd'hui le LMD que l'on veut pratiquement nous imposer sans préparation, et on s'est dit on est où là? Parce que lorsqu'on veut changer des systèmes, on doit d'abord évaluer le premier. Mais lorsqu'on n'a pas encore évalué, juste si on veut passer à la vitesse supérieure, il y a des problèmes dans un environnement où l'étudiant n'est pas connecté, l'étudiant n'a pas de moyens, le wifi pose problème, dans nos universités il n'y en a pas. Mais on s'est dit, on veut à tout prix se conformer, faire comme les autres. Or, on n'a pas le même moyen que les autres. Et ça pose problème. Merci beaucoup, professeur Yeni. Je commence l'actualité oblige. En tout cas, on va prendre cette histoire des Trans Academia, polémique totale, tollée dans les réseaux sociaux. L'effigie du chef de l'État dans ces bus dédiés ou soit destinés au transport d'étudiants. Je ne sais pas comment est-ce que vous réagissez, Mike Gardidiana. Il y a certaines personnes qui disent que non, ces bus a été acheté par les moyens de l'État. Comment pourriez-vous mettre l'effigie du chef de l'État sur ces bus? Quelle est votre réaction étant un peu analyste politique? Merci pour la question, mais je crois qu'il faudra comprendre quelle est... Vous savez, dans chaque acte que pose un acteur politique, il faut chercher d'abord à comprendre quelle est l'orthodoxie, mais aussi la finalité de ces actes. On est à l'approche de 2023. On est dans un pouvoir aujourd'hui, il faut le reconnaître. Le pouvoir Félix Tshisekedi, beaucoup de gens y jettent un peu de pierre, beaucoup de gens contestent les peu de réalisations qu'ils ont eu à faire. On est dans une dynamique électoraliste. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent faire de mieux et de bien pour pouvoir faire voir aux gens que finalement, c'est de la volonté. D'ailleurs, il y a un langage qui est né dans le chef de politique depuis un certain moment sous l'impulsion de. Ouais. Ça veut dire que c'est une dynamique, quand vous regardez dans l'historicité de la vie politique congolaise, c'est une dynamique dans le chef de politique depuis toujours. Mais la question, est-ce une bonne dynamique? Exactement. Je ne le pense pas. Vous savez, je ne le pense pas parce que la meilleure des choses à faire actuellement, c'est de ne pas personnaliser les choses. Parce que si je veux entrer dans l'approche communicationnelle, dans l'image que ça vend, cette histoire-là, parce que quand on met l'effigie du chef de l'État sur un bus, sur des éléments, sur des objets, un peu comme Kabanda voulait le faire avec les histoires de célébrer la fête de l'alternance et autres, c'est nous ramener dans un passé lointain, mais qui ne reflète pas une bonne image. C'est ce que les gens fustigent. Exactement. C'est-à-dire, on a quitté cette dimension-là où la personnification. Je sais que dans leur chef, ils ont encore cette culture paroissiale où la politique, c'est vanter, chanter les leaders. On est encore dans ces schémas traditionnels où le chef est roi, le chef est maître, le chef est saint. Mais à ce stade ici, je ne pense pas que Félix Tshisekedi lui-même ait eu besoin de faire les choses de cette manière-là. Le plus important, c'est poser les actes. Aujourd'hui, tout le monde sait que le chef de l'État, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, tout le monde sait que s'il y a quelque chose qui doit être fait, le seul comptable, c'est lui. Ça veut dire qu'on est en plein quinquennat de Félix Tshisekedi. Le peu de résultats qu'on peut obtenir maintenant, de manière naturelle et de manière simpliste, on le mettra sur son compte, sur son crédit. Rien ne sert à pouvoir le ramener dans cette politique du genre ayatollah où on verra son visage partout sur la ville. Ce n'est pas travailler pour le bilan du chef de l'État. Croyez-moi, ça n'a rien à voir. La meilleure façon de travailler sur le bilan du chef de l'État, c'est de pouvoir répondre à des politiques de développement. Ce n'est pas en imposant son visage sur les objets, sur le bus et autres. En fait, je ne sais pas si cette phrase reste encore. Il a dit une fois, dès le départ de son quinquennat, ne faites pas de moi un dictateur. Exactement. Ouais. Ça veut dire, ne venez pas autour de moi pour venir chanter, pour venir me vanter. Cette politique n'a jamais produit. Et malheureusement, aujourd'hui, il a lui-même, la preuve, c'est qu'autour de lui, il a des gens qui, autrefois, chantaient, des gens qui se sont permis, des professeurs d'université qui se sont permis d'élever Joseph Kabila au rang des dieux. Mais aujourd'hui, qui finalement, la même personne se permet de critiquer la politique de la personne que lui considère comme étant un dieu et qui s'est même permis un jour d'insulter tout le Congo pour dire que l'intelligence comme lui, il n'y en a pas encore. Vous comprenez? Merci beaucoup, Mike Gardidiana. Je pense que les images de ces bus, vous allez... je vais vous proposer ces images demain. Là, ce sera vraiment pratiquement le sujet principal car ces bus seront livrés demain, mardi. Au total, ces bus, les premiers lots, c'est au nombre de 100 bus. Ces bus seront au total, disons-les clairement,
ça sera au nombre de 600, mais les premiers lots, c'est 100 bus. Alors, professeur Yeni, vous êtes professeur à l'université. Vous pensez que, oui, c'est vrai qu'on est en train de fustiger l'effigie du chef de l'État, mais vous pensez que c'est une bonne pratique d'octroyer des bus comme ça, des bus transacadémiens aux étudiants pour faciliter la mobilité d'étudiants? Bon, moi je pense que c'est pas encore, c'est pas vraiment notre priorité. Il est temps de réévaluer un peu l'enseignement supérieur universitaire en RDC et un enseignement qui pose des problèmes, surtout avec l'avenir pratiquement de ce régime. Hein. Ce régime, parce qu'il y a pas mal de problèmes. Bon, vous ajoutez encore à cela les transacadémiens, où juste il y a l'effigie du chef de l'État. Bon, ça c'est aussi une rhétorique pratiquement qui me renvoie au paternalisme congolais et au présidentialiste. Alors juste au présidentialisme, je dirais juste, pas du tout vraiment africain, mais congolais, où le chef de l'État, bon, c'est un peu un petit dieu, c'est lui l'intermédiaire entre les morts et les vivants, c'est lui le maître, et c'est lui qui a pratiquement juste tous les pouvoirs, il a tous les pouvoirs en tracement. C'est pratiquement la personnalisation des pouvoirs. Hein. Lorsqu'on voit ça, c'est la personnalisation des pouvoirs. Donc le monsieur s'est vu en tout puissant, mais de l'autre côté, c'est une manière de nous dire que hier, vous m'avez traité pratiquement de tout. Il y a quand même quelques réalisations. Mais c'est aussi le manque de vision. Le manque de vision qui s'étale aujourd'hui au grand jour. On est là où on est juste aujourd'hui. Hier, on ne sait pas comment circonscrire l'action gouvernementale. Parce que des fois, là, apparemment, c'est quand un conseiller se présente le matin avec un petit projet, on dit « Ah, ça peut marcher ». Achetons des poissons. Après, les poissons n'ont pas marché. Peut-être on peut acheter, les chinchards n'ont pas marché, on peut acheter des bis aux étudiants. Peut-être ça va encore nous aider. Mais vous achetez des bis aux étudiants. Pendant que le chef de l'État a fait des promesses aux universités. Nous prenons pratiquement l'UPEN, nous prenons l'Académie de Beaux-Arts. Hein, l'Académie de Beaux-Arts. L'IBTP. Non, pardon, l'IBTP. Pour la réhabilitation. Mais jusqu'à présent, aucune action. Quand un chef se déplace, il vient lui-même promettre aux étudiants et aux professeurs que dans le prochain jour, je vais m'y mettre pratiquement pour réhabiliter l'UPEN et l'UBTP. Ça fait aujourd'hui près de 2 ans que ces universités-là restent encore dans des conditions inhumaines, dans des conditions, je ne sais pas moi, dramatiques. Maintenant, là, juste, vous ajoutez à cela le bis académien. Le bis académien, oui, juste, nous sommes dans un environnement où d'abord, il y a assez d'embouteillages et apparemment, le nombre de véhicules que nous avons aujourd'hui dépasse un peu la capacité de nos acteurs, de nos routes. Maintenant, vous ajoutez encore 600 bis. Mais il faut construire des voies pour essayer un peu d'assouplir la mobilité, rendre encore plus fluide la mobilité dans la ville. Mais vous ajoutez encore 600 bis, c'est un problème. Et l'étudiant n'a pas ça comme priorité. Au moment où nous parlons, le professeur des universités, les chefs de travaux et administratifs n'enseignent pas, ils sont en grève. En lieu place de résoudre d'abord la grève, la question de la grève, résoudre cette transition entre juste le système traditionnel et le LMD, on ne t'est pas formé juste les professeurs, recycler, former pratiquement les assistants, tout ça, pour cette nouvelle méthodologie. On passe directement, moi je dirais, aux futilités, parce que les transports, on se débrouille. Les sciences peuvent encore se battre à venir à l'université, mais quelle est pratiquement la qualité de l'enseignement aujourd'hui? Ça aiderait financièrement les étudiants, non? Ça aiderait les étudiants financièrement. Oui, les coûts du bus, apparemment, c'est revu à la baisse, au rabais, et pratiquement l'étudiant peut facilement économiser et garder quelques sous pour faire autre chose. Hein. En lieu et place d'acheter le bus, pourquoi ne pas réhabiliter les hommes étudiants? Hein? Pourquoi ne pas faire ça? Et on nous a il y a les hommes de l'Unikin réhabilités déjà. C'est de l'UPEN? Je ne sais pas, en tout cas. Ce n'est pas le sujet du jour. Je pense qu'on va en parler demain avec d'autres invités. Je place un mot. Oui, en tout cas, je ne sais pas. Les problèmes que le professeur pose, est-ce que ces bus-là vont résoudre les problèmes de la mobilité? Mais il pourrait y avoir encore beaucoup d'embouteillages parce que ces bus-là, vous savez, 100 bus encore, l'état de nos routes. Vous dites 600? En fait, au total, c'est 600, mais le premier lot, c'est 100 qui seraient livrés. Vous savez, si on revient sur la question de l'opportunité, je crois qu'il y aurait des priorités.
dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça, c'est une certitude. Maintenant, dans ces questions des bus, il faut comprendre, il y a question d'intérêt. Dans le bus, le professeur n'a pas d'intérêt direct, ça c'est une certitude. Mais je ne pense pas qu'à ces stades ici, on puisse jeter et l'eau et le bébé. C'est-à-dire, évaluons en termes de coûts. Vous vous rendez compte que la commande des bus a déjà été effectuée depuis un certain moment. C'est-à-dire, on est en train de réceptionner les bus par palier. C'est une commande qui date. Et dans la répartition, on avait estimé de pouvoir mettre à une partie pour pouvoir soulager un peu le transport des étudiants parce que ça fait partie des recommandations, qu'est-ce que je dis, des plaintes déposées auprès du chef de l'État par le comité des étudiants, notamment à l'UNIKID, notamment même à l'UPEN, quand il les a rencontrés. Ça veut dire que le peu qu'il pouvait répondre, il réagit. C'est vrai aujourd'hui. On va pas, si on entre dans la problématique du transport, je dis, Kinshasa est une ville qui souffre parce que, au-delà de problèmes d'urbanisation, il y a un problème de dépendance par le transport par voie de route. On était dans le même contexte que nos amis sénégalais. Quand ils ont compris après étude, ils ont créé d'autres lignes. Avec des trains modernes et autres pour pouvoir soulager. C'est-à-dire que ça, c'est une vérité, mais à ces stades-là, nous, j'ai l'impression qu'on est un peu en retard dans la réflexion. Ça, je concède, c'est une certitude. Mais la vérité, c'est qu'avec le don de bus, reconnaissons une chose. Oui, oui. L'étudiant, on a tous été étudiants. C'est vrai que moi, j'ai quitté depuis maintenant, ça fait plus de 7 ans. Mais on a tous été étudiants. On connaît ce que c'est la plus grande charge. Nous connaissons comment on se permettait parfois même d'aller faire comment dirais-je, le caïd dans les bus. Quand les bus c'est 1000 francs, vous payez la moitié. Nous connaissons le comportement des étudiants. Mais au-delà de ça, c'est un élément qui soulage. Ce n'est peut-être pas la priorité. Bon, c'est peut-être à une échelle très faible. Mais il ne faudra pas jeter l'eau et le bébé. Merci beaucoup. C'est une bonne initiative de pouvoir penser aux étudiants. Mais maintenant, ces étudiants-là ont d'autres priorités qui sont plus grandes que... Merci beaucoup, Maître Garadi Diana. Professeur, dans votre temps d'antenne, nous prenons les premiers sujets. Si vous aviez à réagir ou à essayer un peu de mettre comme notre avis, vous allez, c'est en tout cas de votre droit. Nous prenons les sujets sur la vie politique, les parcours politiques de Lumumba, qui était mort un certain 17 janvier 1961 à 35 ans. Nous allons également prendre Musée Laurent Désiré Kabila, 16 janvier 2001 à 61 ans. Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, je vous ai fait appel parce que vous êtes professeur en sciences politiques. Je ne sais pas si dans vos cours, vous enseignez également Lumumba, vous enseignez Musée, ou bien vous restez dans les Hitler, vous restez dans... Je sais pas. En tout cas, je commence d'abord par là. Est-ce dans vos cours, au niveau de la faculté de Sciences Po, il y a des cours, soit vous faites allusion à nos deux héros, Patrice Emery Lumumba et Musée? Là, c'est la première question, et puis je vais avancer, évoluer. Bon, juste quant à la question de BIS, je dirais, mon co-débatteur l'a si bien dit, c'est pas une priorité. Moi, je pense que le gouvernement doit savoir un peu dénicher le problème. Juste quoi, un bon diagnostic nous permet de dénicher pratiquement juste les pathologies et de proposer la thérapie y afférente, nécessaire. Mais lorsque la thérapie ne rencontre pas pratiquement le problème, la maladie, et on vous dit demain la maladie le problème va toujours persister. Bon, on connaît juste notre pays, il y a toujours un manque de vision, on ne sait pas vraiment avancer à cause de ça. Nous disons juste Lumumba. Vous savez que l'enseignement partout, surtout au Congo, et l'enseignement est défini par... il y a un cadre qui définit l'enseignement. On ne veut pas juste enseigner parce qu'on est professeur, on est indépendant, vous enseignez tout. Non, on vous dit avant d'enseigner, il y a des termes de référence. Il y a des termes de référence. Donc c'est sur base de ces termes-là que vous allez juste enseigner. C'est vrai que chez nous, on est encore dans l'histoire de Charlemagne, on est encore dans l'histoire de Hitler, voire même de Jeanne d'Arc. Nous oublions. Mais pas Lumumba, pas Kabila. Pas Lumumba, pas Kabila. Pas Kasavubu. Plus loin. On n'étudie même pas juste nos sociétés traditionnelles. Parce que, oui, je suis sérieux. Des fois, vous prenez un cours d'histoire politique du Congo où le professeur commence par
le Congo Belge. Congo belge. J'ai dit, mais ça c'est quoi là? Le Congo a existé avant l'arrivée de l'homme blanc. Le Congo a existé bien avant. Ouais. Et puis, il y a eu un Congo. Ce Congo a été reculé, surtout le plan politique, économique, social, culturel et autres. Le Congo a eu même ses ambassadeurs avant l'arrivée de l'homme blanc. Avant l'arrivée de l'homme blanc. Avant l'arrivée de l'homme blanc, vous prenez juste le royaume C'est le Congo. royaume Congo. C'est Le royaume la Congo société la était plus juste organisée un de royaume l'époque. le C'est vrai. mieux organisé Japon de également, l'Afrique hein, centrale. ouais. Le royaume Congo avait même ses ambassadeurs en Europe. En Europe. Avait de l'argent, une très grande administration, une armée, une Avec des société représentations dans les différentes structurée. communautés. Maintenant, quand l'homme blanc Attendez arrive, votre tour, moi, Diana, vous allez parler. quand l'homme blanc arrive, l'homme blanc nous dit non, nous sommes une société sans État. Or, c'est faux. L'État a existé avant l'arrivée de l'homme blanc. Mais quand nous Alors, enseignons. Un instant, professeur. Cette facilité de nous convaincre par les Blancs, c'était dû à quoi? Parce que vous dites que nous étions déjà organisés, nous avions tout à l'époque. Mais comment est-ce que l'homme blanc a su nous convaincre pour nous coloniser, pour nous apporter des éléments que parfois on n'était plus mieux avant? Oui, l'homme blanc arrive. L'homme blanc va casser l'existant. Va rendre pratiquement caduques nos modes de régulation antérieurs. Il dit non, ça. Kindoki, Kindoki, comme on dit là, tout est comme Kindoki, tout ce que faisait l'homme noir est comme diabolisé comme Kindoki. D'abord, nous empruntons l'État, l'administration, nous empruntons même Dieu, nous empruntons ses dieux, son organisation politique et économique, son administration, et l'homme blanc il vient ici, il dit c'est une colonie, pas une colonie d'exploitation, mais c'est une manière de nous civiliser. Parce que nous étions considérés par le blanc. Oui, civilisés, non civilisés. Nous étions juste comme des non-civilisés. Or, les Congolais étaient civilisés. Donc, étaient déjà en contact avec d'autres civilisations il y a longtemps. Le blanc arrive ici, il dit non, il va nous civiliser. Il va nous civiliser juste en nous fouettant comme des enfants. C'est pratiquement, voilà pourquoi chez nous, on va appliquer la méthode paternaliste. Où on n'est pas impliqué dans la gestion de la cité. L'homme blanc gère et il considère les Congolais comme un enfant. C'est comme ça que, lorsqu'un certain Lumumba naît, Lumumba arrive sur la scène. Lumumba était d'abord, il est né à Katakokombe, après Kivu, il travaille dans une société minière à Kivu. Il arrive ici en 56. Lumumba arrive ici. Il trouve déjà une société où il y avait des évolués, on vous dit juste de gens qui possédaient un statut à part, qui étaient considérés comme des petits mondelendombe. Mais l'homme blanc d'abord va retarder notre éducation. Parce que vous allez vous rendre compte que l'université a été créée ici vers 54-56. 54 médecine et puis 56 vous avez pratiquement d'autres facultés. L'université est venue en retard. L'homme blanc. Ailleurs, si vous prenez les colonies anglo-saxonnes et les colonies françaises, chez les Anglais c'était pratiquement la méthode directe. Les autochtones géraient eux-mêmes. Géraient eux-mêmes leurs entités. Chez les Français, il y avait une certaine... On associait les autochtones. Voilà pourquoi vous trouverez de parlementaires noirs en France qui apprenaient comment gérer leur cité après le départ de Blanc. Mais chez nous l'homme belge, on avait pratiquement cette malédiction d'être colonisé par le Belge. Pourquoi le Belge? La Belgique était une puissance de second rang en Europe, n'était pas parmi les puissances du premier rang. Quand la Belgique prend les Congo, la Belgique était à la quête d'un espace, va implanter la colonie d'exploitation. Et ça pose des problèmes. Voilà pourquoi, lorsqu'on va parler de Lumumba ici, les gens vont condamner le jeune homme Lumumba et puis Merci. Alors, Mike Gardi, Diana, je pense que nous avions bien commencé avec un peu d'histoire. Quand le professeur dit que déjà avant la colonisation, nous étions déjà apparemment structurés et organisés. Mais la question que je me pose, quels étaient les mobiles des convictions? C'est vrai que le professeur a parlé de la sorcellerie, mais je ne pense pas que ce serait suffisant. Quel autre mobile de conviction que nos ancêtres, nos aïeux, étaient convaincus en disant que non, tiens, là c'est bon?
Non, il n'y a pas eu une méthode de conviction. Il y a eu le passage en force. Les passages en force. En force. Le premier malheur, c'est le Portugais qui était très impliqué dans l'exportation de hommes noirs. La première des choses, je me souviens encore, quand les gens parlent de l'organisation, la première correspondance du roi Congo à l'État portugais pour signifier l'enlèvement des sujets par des militaires pour aller le vendre ailleurs, et que c'est devenu un problème presque endémique qui a fini par créer un conflit entre lui et les Occidentaux qui étaient juste dans le côte du royaume, mais certains qui y vivaient en interne. On est passé par, il faudra comprendre, à l'époque où nous on était encore sur le plan, en matière de défense, on n'avait pas assez d'arguments. L'homme blanc a utilisé la force pour pouvoir contraindre. C'est après le décès, après avoir tué le roi, finalement dans cette débandade qu'on a importé. L'homme blanc s'est servi de la religion pour pouvoir dénigrer et en fait aplatir toutes les convictions et les croyances culturelles de l'homme noir. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis dans le rôle de sous-homme et de pouvoir accepter ce qu'on a appelé à l'époque de l'émancipation encore du développement, en réalité qui, quand vous regardez dans la structuration, ceux qui vivaient dans le royaume comme on n'avait rien envié. Il y avait un marché très prononcé, il y avait un système monétaire très prononcé, il y avait une administration d'ailleurs qui aujourd'hui, à mon humble avis, est le modèle utilisé par les Européens. Il y avait un système de représentation qui, pour moi, fait partie des matrices de la politique diplomatique. C'est-à-dire, le royaume Congo rentrer dans l'histoire. D'ailleurs, quand on finit, je vais vous envoyer un document. Exactement, vous allez vous rendre compte que quand on parle de l'organisation, la structuration de l'État, nous, on n'avait rien envié, un peu comme on a bradé l'histoire avec le pyramide, avec l'histoire égyptienne. C'est ça dans la nature. Exactement. Donc vous comprenez, le Congo n'était pas en reste. En réalité, on était un État, une communauté bien structurée, bien organisée. C'est-à-dire, on n'a pas utilisé la conviction est venue après, lorsqu'on a ébranlé les structures de la société. C'est alors qu'on s'est servi de la religion pour pouvoir dompter le Congolais et pouvoir nous imposer un autre modèle. C'est après qu'on a utilisé l'arme que les Africains ont vu peut-être pour la première fois, l'arme à canon. C'était un massacre, un véritable massacre. Ah, d'accord. C'était un véritable massacre. Merci beaucoup pour cette histoire. C'est partant de ça, après, que finalement, la Belgique s'est impliquée, et puis un individu a pris le règne d'un espace aussi énorme que le nôtre, parce qu'après, le Zafre de nos autres amis portugais, venus forcément de l'autre côté, qui est aujourd'hui l'Angola, on s'est finalement rendu compte que le royaume Congo était laissé pour mort. Et finalement, la Belgique s'en est saisie pour pouvoir se prévaloir. Et justement, comme le prof l'a dit, c'est mettre au diapason dans le force au niveau européen. La Belgique, même actuellement, la Belgique ne représente pas grand-chose. La Belgique a été reconstruite avec l'argent de la RDC. La Belgique n'est pas une puissance, n'est pas une foudre de guerre, que ce soit sur le plan défense, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. La Belgique ne représentait rien. C'est la RDC qui a donné du souffle, pour ne pas le dire. C'est le Congo qui a donné du souffle à la Belgique. Professeur, là maintenant Lumumba arrive. C'est ce qu'on dit également que Lumumba était, là c'est certains scientifiques qui disent que Lumumba incarne la transhumance, Lumumba était avec les Blancs, après Lumumba constate que ses discours pro-blancs ne marchaient pas, il s'est, si je pourrais dire, rétracté, il a commencé maintenant avec les discours pro la population à cette époque. Je ne sais pas, comment est-ce que vous, étant que professeur, vous êtes en train d'observer, soit vous aviez observé la politique de Lumumba quand on dit que Lumumba était d'abord avec les Blancs? Dire que Lumumba était d'abord avec le blanc, ça veut dire que dans un environnement acculturé, hein, où l'homme était vraiment acculturé. Hein. L'homme a été, en fait, il a été déraciné hein, de sa culture, hein, de ses dieux, donc de sa religion, acculturé, déraciné de ses habitudes. Parce qu'à un certain moment, on devait juste devenir des petits blancs pour s'affirmer dans la société. Lumumba a grandi avec les idées de parti libéral belge. Là, c'est vrai. En 1958, Lumumba arrive ici, Lumumba prend conscience
Parce que Lumumba a travaillé aussi à Bras Congo, brasserie du Congo, hein, juste avec la bière Polar. D'ailleurs, pour laquelle on identifie pratiquement la bière Polar qui était dont la bouteille était un peu longue par rapport à la bière Primis. Polar identifié à Lumumba, Primis identifié à Kasavubu. Lumumba arrive. Lumumba va prendre conscience. Vous dites quoi? La bière Polar que produisait Bras Congo. Espérons que le commercial ne va pas non. Et c'est de l'histoire, nous sommes en train de retracer. Oui, la bière Polar que produisait Bras Congo, brasserie du Congo, était identifiée politiquement à Lumumba. Et la bière Primis était identifiée à Kasavubu. Parce que Lumumba a travaillé à Bras Congo comme... D'abord, agent de marketing et il devient directeur commercial. Parce qu'il parlait tellement bien qu'il fut même un correspondant de plusieurs médias, Lumumba. Donc, c'est un gars qui parlait bien. C'est la raison pour laquelle il était pratiquement engagé dans la direction, juste le service marketing de la Bras Congo. Lumumba arrive. À un certain moment, Lumumba a pris conscience en 58. Il a compris que on doit lutter contre le blanc. On a été vraiment assujettis, qu'on se le dise, assujettis par l'homme blanc. Parce que le Congolais, le Congolais était pratiquement un animal, était une propriété. Les Congos et les Congolais, propriété des rois des Belges. Vous allez vous souvenir, pendant la colonisation, nous avons connu près de 10 millions de morts. Près de 10 millions de morts. Près de 10 millions de morts. Pendant la colonisation. Oui, juste dans l'exploitation de caoutchouc et tout ça. Quand l'homme blanc arrive ici avec l'éclosion ou l'essor de l'industrie pneumatique, en Europe, l'homme blanc a besoin de l'argent pour le Pôle D a besoin de l'argent pour investir et gagner plus au Congo. D'où il va pousser. Il va obliger l'homme noir à travailler comme un animal. Si vous ne voulez pas, on vous coupe le bras, la main, tout ça, que l'on va pratiquement montrer aux blancs que voilà, ils n'ont pas voulu travailler. C'est là, c'était d'abord l'esclavagisme a encore enduit pratiquement près de 10 millions encore de Congolais. On a vendu près de 10 millions de Congolais. Hein? Il y a maintenant l'exploitation sous le Pôle D. Le Pôle D, après, c'était pratiquement les Congo belges. Donc, un espace qui posait déjà problème. Lumumba arrive, c'est qu'ils disent que Lumumba, c'était de la transhumance. En tout cas, c'est trompe. Il se trompe, hein, parce que Lumumba est parmi les éveillés de ces temps-là. Quand Kasavubu arrive, pourquoi on ne parle pas de Kasavubu? Pourquoi le nom de Kasavubu n'est pas vraiment ancré dans l'histoire? C'est ça, c'est ce qu'on dit, que les combats étaient d'abord, d'ailleurs même pour Kasavubu, et Lumumba, c'est juste un opportuniste. Les combats de Kasavubu étaient un combat, je dirais, teinté un peu de valeur ethnique. Parce que Kasavubu se battait pour l'indépendance de Bakongo. Voilà pourquoi son parti, hein, qui était pratiquement d'abord une association. De tous les pays, mais c'était pas l'indépendance de tous les pays. Voilà pourquoi Kasavubu, bien qu'il va protester contre le plan de Van Blesten et le manifeste, hein, il va protester en disant non, mais il était pour l'indépendance de Bakongo. Il était pour l'indépendance des Bakongo. Lui disait non pour les Bakongo. Lui se battait pour l'indépendance. Voilà pourquoi cette association tribale, hein, l'alliance de Bakongo, va se transformer en un parti politique. Et ils vont gagner pratiquement 57 les élections dans la ville de Kinshasa. Hein, ils vont gagner les élections. Mais quand Lumumba arrive, Lumumba ne crée pas pratiquement un parti sur fond de l'ethnicisme ou de valeurs tribales. Lumumba crée un parti nationaliste et juste qui va s'installer sur le plan national, qui est le mouvement national, le MNC. Hein, donc le mouvement des nationalistes congolais. Alors, Mike Gardi Diana, c'est vrai que nous parlons
Lumumba, mais ce que les professeurs venaient là de dire, ce n'était pas de la discipline que l'homme blanc voulait à ce que l'homme congolais, l'homme noir, soit discipliné, soit concentré dans les travaux et ainsi de suite, avant de prendre l'opportunisme qu'on attribue ou soit qu'on impute à Lumumba. Vous ne pensez pas que l'homme blanc ne voulait que la discipline chez l'homme noir, c'est que l'on ne constate pas actuellement, on dit que l'homme noir n'est pas discipliné. Non, ça n'a rien à voir avec la discipline. Le problème, c'est que l'homme noir, c'est vrai, est devenu le fruit de ce que l'homme blanc a fait de lui. C'est-à-dire par excès de torture, par excès de formatage, par excès comment dirais-je, des supplices, l'homme noir est devenu ce qu'il est devenu. Mais la question qui m'intéresse, c'est Lumumba a été le fruit de blanc. Ça, c'est parce qu'on ne connaît pas Lumumba. L'esprit révolutionnaire de Lumumba a commencé très jeune. Ah, d'accord. Les gens ne le savent pas. A commencé tellement très jeune que même à l'école, il a été chassé de l'école. Sérieux? Si Lumumba a été chassé de l'école de chez lui, on l'a envoyé. C'est alors qu'il va changer de nom. Son vrai nom n'est pas Patrice Emery Lumumba, c'est le nom de son oncle. C'est Elias Okita-Somba. Elias Okita-Somba. Les vrais noms de Lumumba. Si, il étudie dans une école catholique, mais le prêtre avait beaucoup de problèmes avec ce jeune parce qu'il avait toujours l'esprit critique, révolutionnaire. C'est alors qu'il sera exclu de l'école. Renvoyé dans la grande ville chez son oncle, il s'est dit, bon, ces hommes sont généralement des gens organisés. Si je me présentais avec le même nom, ils risquent de me reconnaître et vite m'empêcher, m'exclure du système éducatif. C'est alors qu'il va prendre le nom de son oncle, en intégralité. C'est alors que quand il a appris aussi une sagesse. Parce que la meilleure façon de pouvoir combattre des idées, c'est de pouvoir les apprendre dans le fond. Le bonheur avec le monde, parce que l'idée, c'était de pouvoir. Il n'est pas allé apprendre pour rester formaté. Il est allé apprendre parce qu'il savait que la norme sociétale était l'éducation. Si je voulais un jour avoir une voix prépondérante, fallait que j'apprenne, fallait que j'étudie. Et la seule possibilité qu'il y avait, c'est d'étudier dans les écoles de blancs. Et il a appris non pas pour rester un homme casé, mais pour qu'il soit un homme émancipé. Si ça, c'est être avec le blanc, ça veut dire que c'est nous qui nous perdons. Parce qu'au-delà de ça aussi, il est émergé après l'indépendance, et puis bon, voilà, il y a eu plusieurs vagues des éléments de langage. On a collé d'abord le statut des communistes, et puis voilà, machin truc. Tout ça, c'était dans l'idée de pouvoir laver le cerveau et pouvoir dénigrer le combat de Patrice Emery Lumumba. On l'a fait passer pour un type un petit pour un type moins sage, pour un type qui ne savait pas ce qu'il faisait. Ça, c'est le modus operandi des Européens. Mais la question, c'est que quand eux font ça, qui a dit à une nation arabe comme l'Égypte de baptiser tout un stade du 30 juin, et de faire un boulevard Lumumba? Gramik, vous n'avez aucune idée de ce que représente cet homme sur le plan africain. Vous n'avez aucune idée de comment les gens craignent le nom de Lumumba. C'est-à-dire, il est devenu le modèle de l'homme congolais. C'est-à-dire, quand on veut parler du Congo, le premier terme de référence, quand tu es en Égypte, la première de choses, le premier des noms qu'on va te citer, c'est Lumumba. Si on peut t'accorder un peu de respect, c'est à cause de cet homme. Je vous dis bien, une société musulmane, à la base. Et pourquoi, en fait, ils ont des informations plus que nous sur Lumumba, ou bien nous-mêmes, nous... Je ne pense pas. Non, non. C'est pas question d'avoir plus d'informations que nous. Les mêmes informations, nous, on l'a. Mais le problème, c'est que, que sommes-nous devenus et quel est le regard, notre perception vis-à-vis de ceux qui fondent l'histoire de la République? Ça, c'est ça notre plus grand problème. Parce qu'on a cédé aux éléments qui tendaient à pouvoir dénigrer, à saper un peu l'honneur de ces combats. Pourquoi? Parce que quand on marche sur l'histoire de Lumumba, on marche sur la nature valeureuse de l'indépendance. Quand on marche sur la nature valeureuse de l'indépendance, on nous fait croire, comme la thèse aujourd'hui, non, il y avait un problème d'opportunité et qu'on devrait adopter l'attitude de nos amis sud-africains, de pouvoir attendre, bénéficier des développements, des infrastructures. C'est aberrant. Je veux poser deux questions rhétoriques. Je veux répondre. Quand on nous présente le modèle sud-africain comme étant un modèle de, comment dirais-je, de tolérance. Aujourd'hui, au-delà de statistiques, au-delà du développement, est-ce que vous connaissez pourquoi cette société pourtant développée
est la société qui enregistre les plus de taux de criminalité dans le monde et dans l'Afrique. Est-ce que vous savez pourquoi cette société, avec l'image d'une société développée, est une société qui connaît des grogne sociales à un grand nombre, au-delà de nous qui mangeons encore nos chachas? Vous connaissez pourquoi le taux de proxénétisme qui va avec le taux du sida a dépassé cette société? Parce qu'il y a une rupture énorme dans la société sud-africaine. Donc il y a inégalité criante. Il y a inégalité à un degré que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a le cosmétique, c'est-à-dire ce cosmétique qui tient lieu d'une image vendue de l'extérieur, mais dans le fond, il y a encore des gens qui jouissent à des proportions énormes de tout ce que produit l'Afrique du Sud comme richesse, que les autochtones vont à Soweto, tu te rends compte, tu vas pleurer, tu te retrouveras comme à Pakajuma. Ça veut dire, je vous dis, c'est pour vous dire que aujourd'hui, il y a des débats de fond. Je crois qu'on est là pour ça. On va en discuter. Exactement. Mais le problème du Congo, ce n'est pas une question d'opportunité. Il le fallait. Maintenant, on peut discuter sur la nature des hommes. L'homme congolais n'a pas pris conscience de l'enjeu, de la taille des enjeux, après avoir repris entre ses propres mains la gestion et la destinée de la République. Ça, c'est au niveau de l'homme congolais. Merci beaucoup, Mike Gardidiana. Je reviens. Je vous avais dit que vous prenez des stylos et vous allez noter beaucoup de choses, beaucoup d'éléments nouveaux que mes invités sont en train de vous donner. Je pense que c'est très intéressant. Alors, professeur, nous prenons cette question. Les gens disent que Lumumba était vite en désordre, en besogne, ainsi de suite. Et comment est-ce que vous réagissez étant que professeur en sciences politiques? C'était le moment ou bien tellement que c'était la vague au niveau de l'Afrique que Lumumba a emboîté les pas, ou bien soit ce n'était pas opportun, le contexte était différent d'autres pays d'Afrique? C'était vraiment le moment. Lorsque vous prenez la proposition du professeur Van Blissen, c'était juste en fonction de l'image de la Belgique. À cette époque-là, en 1955, la Belgique se battait pour avoir la capitale de l'Europe, de l'Union européenne. Mais non, il y avait l'image sale de la colonisation, de méthode belge collée pratiquement à la Belgique, et la Belgique se disait que faire pour gagner ce marché. Pendant que, comment? Maintenant, le professeur va proposer le plan de sortie. Il dit 30 ans, mais on peut quand même aider Katanga, Kasaï et Bas-Congo, et à Simon-Supé d'abord, et le reste après. Lumumba dit non. Comprenez que les autres se battaient pour les Katanga, le Bakati, pour le Bas-Congo, Bako, Kalonji pour son Kasaï. Mais Lumumba se battait pour la RD Congo. C'était le seul leader national. Voilà pourquoi, lors des élections de 60, c'est le seul qui va obtenir la majorité. 41 sièges. 41 sièges. Parce que c'était le seul leader national. Et puis, c'était le monsieur qui a été pris de valeurs patriotiques, de valeurs nationalistes. Ce monsieur-là s'est battu, rien que ses lettres. Lisez les lettres de Lumumba. Un monsieur qui écrit à sa femme. Mais vous sentez que dans ses lettres, lui ne considère pas sa famille. Pour lui, sa famille, c'était la RD Congo. Il écrit à sa femme, ma lutte, c'est pas pour te sauver, c'est pas pour toi et tes enfants comme on voit aujourd'hui, avec le capitalisme compradorien qui a élu domicile dans le chef de nos dirigeants. De nos dirigeants qui ne pensent qu'à l'air ventre. Aujourd'hui, moi, lorsque vous accédez au pouvoir, hier j'étais scandalé de voir un gars, j'ai dit, dans 3 ans, ces messieurs a réussi à construire. Non, ils ne sont pas là. Je me dis, ok, ça me ramène pratiquement à ces capitalismes compradoriens, où on s'enrichit lorsque vous accédez au pouvoir. On ne s'enrichit pas parce qu'on fait des affaires. Au Congo, on s'enrichit parce qu'on a accédé au pouvoir. Ça pose problème. Lumumba, c'était le moment voulu. Qui pouvait accepter que le roi des Belges se déplace de chez lui jusqu'au Congo pour venir nous insulter? Dire que c'est un cadeau. Or, l'indépendance, nous avons arraché l'indépendance. Ah, d'accord. Prenons juste les événements du janvier, c'est quoi 59, nous avons le 4 janvier,
Certains disent même, certains vont plus loin pour dire que Lumumba a été même arrêté après avoir détourné l'argent de la Bracongo. Mais c'est faux. Lumumba a été arrêté pour son combat politique. Lumumba a été arrêté, non pas pour la Bracongo. Lumumba travaillait à la Bracongo jusqu'en 59, mais il a été arrêté en 60. Pourquoi? C'était juste pour la cause, c'était pour son combat. Il faisait tellement peur aux Blancs qu'ils ont compris que maintenant nous sommes face à un leader nationaliste. On ne saura plus pratiquement dribbler le Congolais. Et lorsqu'un peuple n'a pas de repères, le peuple se perd. Voilà pourquoi juste aujourd'hui on les place. Mon co-débatteur a parlé du stade égyptien. Mais moi je vous parlerai de l'université RIS. Il y a une université russe qui porte le nom de Lumumba. Au-delà de la Russie, aller juste dans l'Amérique du Sud, il y a de grands acteurs portant pratiquement le nom de Lumumba. Lumumba est le symbole de la lutte anti-coloniale. C'est le symbole mondial alors. Lumumba, c'est la plus grande figure africaine. C'est ça que les Congolais ignorent. Il est plus que Mandela. Lumumba est plus que quoi? Lumumba est plus que Mandela. De très loin que Mandela. De très loin. Lumumba est plus que voilà pourquoi je dirais, quand mon débatteur dit nous connaissons Lumumba, apparemment nous ne connaissons pas Lumumba. Apparemment, nous, Congolais, on ne connaît pas Lumumba. Lumumba est mieux connu ailleurs, chez le RIS, chez les Égyptiens, chez les Sud-Américains, que chez nous. Alors, je reviens à vous, professeur Maïgradi Diana. C'est vrai que nous parlons de Lumumba. Il y a deux autres compagnons de Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito, que les gens estiment qu'ils sont oubliés, même leurs familles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces deux personnes ne font pas grande figure comme Lumumba. Et pourtant, elle est bonne cette question. Elle traduit une philosophie qui dit le problème c'est qu'on peut être ensemble. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité à nous de parler plus haut que les autres. Grammic, on peut passer le temps ensemble, on peut mourir ensemble, mais ne pas revivre de la même manière. C'est vrai, c'est deux gens, des compagnons de Lumumba. L'État devrait reconnaissance à ces gens parce qu'ils font partie également de martyrs. Leur famille pleure, oui, leur famille pleure. Ça aussi, c'est une culture qu'on a malheureusement intégrée dans le chef de Congolais. La question, c'est que la famille pleure. Pourquoi? Parce que sur le plan historique, c'est vrai que l'État n'a pas suffisamment fait pour honorer leur mémoire. Ça, on est d'accord. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faudra qu'on revienne ici sur ce que l'État doit faire, que faut-il faire, que faut-il donner? Je ne sais pas. La famille, c'est plein de quoi, je ne sais pas. Ils disent qu'ils ont été oubliés, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un ouvrage où on parle du décès de Lumumba sans parler de ces deux-là. Je n'ai jamais vu. Pour preuve, si on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que dans les annales, leur non figure. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? À mon humble avis, je crois que le problème, c'est on veut un peu... Je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise, mais je vais quand même le dire. On a envie d'aller vers l'État pour pouvoir se nourrir de ça. Ça, c'est malheureusement... C'est normal, non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez. Lumumba, c'est une autre planète. On serait dans le football, on dirait, c'est comme les gens qui accompagnent Messi et Cristiano Ronaldo. Vous comprenez? Donc, un peu ça, mais il faut reconnaître quand même que c'est des gens qui sont sur tous les annales, dans les livres, on parle d'eux comme des compagnons de musée. Je ne sais pas, à ces stades ici, l'honneur qu'on veut, c'est quoi? Ça, à ces stades-là, c'est ce que moi, je ne comprends pas. La question que j'aimerais vous poser encore, vous deux, pourquoi est-ce que l'homme blanc a choisi d'acidifier Lumumba après l'avoir assassiné? C'est ce qu'on dit. On a tué, on a fusillé Lumumba et puis on a pris... Ça me permet de dire ce que je voulais dire derrière la question que vous m'avez posée. Parce que, en parlant de la question de Lumumba aujourd'hui, prenons le contexte. Certains aussi qui parlent de Lumumba comme étant un opportuniste. La question c'est que pendant que les négociations se déroulaient, Lumumba était en prison. Exactement. On dit que si tel était un opportuniste, non pas au Kasavubu, à l'unanimité, la partie congolaise a exigé la présence de Lumumba avant de pouvoir continuer. Vous savez pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte d'une chose. Parce que l'homme avait une voix qui portait. Ils se sont rendus compte d'une chose, que l'homme était un négociateur. Ils se sont rendus compte d'une chose, que finalement, au-delà de ce que nous, on peut représenter, il y avait quelqu'un qui pouvait voir les choses différemment de nous. Et qu'il y avait un visage qui pouvait peser sur la table. Ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient autour
des négociations, mais ils étaient pris comme étant des simples primériens, de gens que le blanc pouvait imposer de choses. Il fallait forcément quelqu'un capable de dire non, quelqu'un capable de parler à tue-tête, quelqu'un capable de pouvoir s'imposer, de se faire respecter. C'est là où je dis aux gens, vous savez, ça c'est des notions empruntées du management. Ouais. Le leadership, c'est une valeur intrinsèque. Et ça s'incarne par des gens qui, dès le départ, gardent une certaine constance et une certaine vision claire que tout le monde peut pouvoir définir. Ils s'étaient rendu compte que là où on va dans l'idée de l'indépendance, telle qu'on le voulait, si on accepte le terme tel que défini par le Belge ici, on se rendra compte qu'on aura fait tout ça pour rien. Or, s'il y a quelqu'un qui peut voir les choses, qui peut encore garder, c'est-à-dire l'orthodoxie de la pensée de l'indépendance, quelqu'un qui peut voir les choses dans le sens correct. Ils étaient heurtés, ils se sont dit, bon écoute, on ne continue pas sans la présence de Lumumba. Mike, vous répondez à ma question, pourquoi l'homme blanc a voulu... L'homme blanc a préféré acidifier le corps de Lumumba pour éviter de faire de lui un symbole. L'idée, c'était de pouvoir te faire disparaître complètement et éviter. Or, à cette époque-là, j'ai comme l'impression l'homme blanc avait ignoré la force de la pensée. L'homme blanc était sur la représentation physique de choses. C'est pourquoi vous vous rendez compte que regardez les sociétés européennes de l'époque, on était beaucoup dans les symboliques. Les statues de Jean-Paul Dey ici, les différents monuments, ça et là, c'était presque des éléments, des vestiges présentés comme étant des symboles de choses. Or, ce qu'ils oubliaient, c'est qu'il y avait quelque chose de plus fort que le symbolique, que la représentation physique de choses, la force de la pensée. L'idéologie et autres. Les gens, en fait, l'idée, c'était vraiment de faire disparaître complètement, qu'on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, d'effacer les traces de son assassinat ou bien d'effacer... Au-delà de la vision, simplement de cette dimension militaire, de pouvoir faire effacer le trace du meurtre, dans la pensée, sur le plan intellectuel, l'idée c'était de pouvoir vraiment faire taire, faire disparaître quelqu'un qui commençait à prendre beaucoup trop de place et qui commençait à devenir un sérieux casse-tête pour cette dynamique coloniale. Finalement, malheureusement, ils ont fait de lui encore beaucoup plus qu'il ne pouvait être de son vivant. Alors, je prends le professeur. Pourquoi est-ce que les soldats belges là ont gardé les vestiges si pas la donne de Lumumba? C'était dans quelle intention? Donc, je dirais ceci, hein. Lumumba était le plus grand leader nationaliste que le Congo ait connu. C'était pratiquement le symbole de l'unité nationale. Sur la table ronde, Kasavubu représentait les intérêts de Bakongo, Nendaka, peut-être l'autre de Katanga, Kasai, Bangala. Lumumba était le monsieur l'unificateur. Hein, comme on dit un peu ici, le pacificateur, hein, donc l'unificateur. Donc c'était Lumumba. Donc Lumumba arrive, il le réclamait parce que c'était comme le dit mon ami, le Messie de l'époque, le grand esprit. On ne peut pas juste comparer Lumumba aux autres. De par d'abord sa vision, de par ses pensées, rien que ses lettres. Hein, les familles là doivent un peu comprendre que Lumumba était un grand esprit. Hein, c'était un grand esprit, donc n'était pas à comparer avec les autres. Donc les blancs vont effacer le trace de Lumumba. Pourquoi? D'abord, parce qu'ils craignaient des révolutions. Parce que Lumumba étant le symbole, une fois vous annoncez sa mort, il y aura des soulèvements partout. Les gens diront, mais Lumumba. Voilà pourquoi on a même caché l'information aux autochtones. Hein? On a cherché des voies et moyens pour l'annoncer plus tard. Parce que Lumumba a été tué par la communauté internationale en complicité avec les acteurs locaux. Entre autres Mobutu, Kasavubu. Plus loin, je dirais même Tshisekedi le père. Mais c'est la question d'ailleurs que je voulais poser. Tshisekedi le père était dedans. Donc Tshisekedi, Mobutu, Kasavubu, tout ce monde-là était derrière la mort de Lumumba. Donc ce sont eux qui ont pratiquement accompagné cette communauté. C'est lui qui a gardé le relique aujourd'hui, tant entendu de Lumumba. Bon, c'était une fierté pour aller présenter au roi que Lumumba est bel et bien mort. Lumumba est bel et bien mort. C'est comme ça qu'ils ont gardé quelques pièces de son corps. Mais pourquoi ne pas garder des autres? Non, donc Lumumba était pratiquement la plus grande figure que l'Afrique ait connue.
Ouais. C'était la plus grande figure que l'Afrique ait connue. En tout cas, si on est en peuple, nous voulons aller de l'avant, on doit revaloriser, requalifier, au besoin enseigner le lumumbisme à nos étudiants. On ne peut pas faire la science politique en RDC, les relations internationales, le droit, sans pour autant étudier le Lumumba. Ouais. On doit juste apprendre à nos enfants c'est quoi le lumumbisme. Donc la pensée et les actes de Lumumba doivent être enseignés aux enfants. Mais curieusement, on est dans un système importé où on est là pour acculturer davantage nos enfants. On est pratiquement dans des enseignements tournés vers l'extérieur. On oublie nos valeurs locales. Ce qui fait que des fois là, on a du mal à produire des vrais nationalistes. On a du mal, bon, vous savez, excusez-moi un peu, quand je suis en face de mon co-débatteur, je me dis, il le chaîne, mais vraiment, je mets, pourquoi? Je vois dans la sagesse, dans la jeunesse. Parce que très peu de son âge peuvent encore comprendre la valeur de Lumumba, voire même ces vieux. Nos vieux aujourd'hui, il y a de ceux-là qui peuvent croire que, des fois certains comparent même Etienne Tshisekedi à Lumumba. Il n'y a pas combat, il n'y a pas match. Mike Gardi Diana, c'est vrai que la télé c'est l'éteint. Exactement, il n'y a pas vraiment plus de temps pour parler des musées, mais qu'est-ce que la génération actuelle peut puiser de Lumumba pour le développement du Congo? C'est vrai qu'actuellement on parle du développement de la RDC qui n'arrive pas, mais qu'est-ce que la génération actuelle pourrait tirer du combat de Lumumba pour essayer un peu de développer? C'est vrai que nous sommes dans les mêmes contextes d'abord. À l'époque de Lumumba, c'était la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes, même nous n'arrivions pas à faire mieux. Qu'est-ce que la jeune génération pourrait tirer du combat de Lumumba pour les bénéfices du Congo? Merci pour la question. Je crois que je veux aller dans mon exemple moi-même. S'il y a meilleure chose à tirer dans le combat de Lumumba, je pense que c'est savoir définir cet idéal dans les intérêts généraux. Le Congo n'a pas un problème de ressources. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que je me rends compte que ce pays a atteint une misère intellectuelle. Misère intellectuelle. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans la maîtrise de sciences, je ne connais pas, j'ai eu la chance d'être ailleurs. Notamment où quand j'étais stupéfait pour la première fois, on m'explique qu'un Congolais du Kasaï et c'est lui qui a travaillé sur le modèle de Boeing. Sérieux? J'ai eu presque les larmes aux yeux, je dis, ok, comment ça se fait qu'on ait un État avec une société de l'État qui souffre de problèmes de flotte? Alors on a quelqu'un qui a travaillé sur le modèle, c'est-à-dire l'ingénieur concepteur. Le Congo a autant de ressources, autant d'intelligence. Mais la seule chose qui manque, c'est savoir redéfinir les priorités et l'idéal commun. Je crois qu'on ne l'a plus. La preuve, c'est que regardez dans les différentes politiques de développement, vous vous rendez compte que personne n'est en mesure de penser le Congo d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Là, c'est vrai. Et au-delà de ça, pourquoi? Parce que dans les valeurs sociétales, je veux revenir sur un élément évoqué ici sur le plan éducationnel. L'éducation se meurt parce qu'on l'a dépouillée de son sens fonctionnel. L'éducation visait à nous mettre, à nous orienter vers notre profil. Ça veut dire, quand on regarde dans la société est une puzzle, j'ai l'habitude de le dire aux gens, une personne épanouie, c'est une personne interdépendante. Après avoir été dépendant des hommes, après être devenu indépendant, la maturité dans la vie, c'est être interdépendant. Savoir, c'est coller à l'intelligence de l'autre pour produire quelque chose de grand. Or, aujourd'hui, le Congo, il y a un seul problème. Les gens vont à l'école, non pas pour se découvrir soi-même, savoir quel est mon profil, quel est le rôle que je dois jouer dans la société et qu'est-ce que je sais faire le mieux, mais les gens vont pour le profit. Regardez aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un pléthore dans certaines sciences aujourd'hui, qu'on dit sciences de prestige. On veut être économiste, on veut être juriste, on veut être, comment dirais-je, médecin. Parce qu'on a façonné une société de ces modèles-là. Maintenant, quand je suis en face de tel objectif, je veux être médecin, mais je n'ai ni les prédispositions ni les capacités, naturellement. Je me repose sur le manque de ceux qui m'encadrent pour pouvoir obtenir mes résultats. Je sais que mon professeur là n'est pas très bien payé, il suffit que je mette 200-300 sur sa table, je le code qui me manque, et finalement on en a fait une culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo est presque perdu sur cet terrain-là.
Ouais. Et ça, c'est la meilleure des choses qu'on peut Et qu'est-ce que faire de nous... Lumumba. Savoir définir un idéal qui quitte la dimension individualiste, mais qui se colle à l'idéal de tout le monde. C'est la meilleure des choses que moi j'ai gardé de Patrice Emery dans les politiques de développement. Merci beaucoup, Mike Gardidiana. La même question au professeur. Mais vous aviez également... vous êtes parmi les gens qui ne facilitent pas la jeune génération d'apprendre Lumumba quand vous n'enseignez pas Lumumba. Mais qu'est-ce que la jeune génération pourrait bénéficier de ce combat de Lumumba pour faire mieux, pour faire bénéficier au pays de toutes ses richesses? On savait juste l'homme doit un peu se déposséder de la matière. Juste quoi doit comprendre que l'homme est d'abord spirituel. Hein? Et puis l'homme doit parce qu'aujourd'hui apparemment on est plus matérialiste, on est plus lié au bien. On s'est dit après je vais amasser pour laisser à ma famille. Mais Lumumba à un certain moment a dépassé ces stades-là des raisonnements, a dit c'est d'abord les Congos. Je me bats pour les Congos. C'est pratiquement comme le monsieur ici. Bon, juste, il y a un président là, congolais, un président africain qui était militaire, le pays des hommes intègres. Thomas Sankara. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il faisait au juste, qu'est-ce qu'il a laissé là. Il n'a rien laissé. Moi, je dirais ceci. Le Lumumba est mort peut-être très tôt. À un certain moment, les Congolais doivent comprendre ceci. Hein. Le lutte de la première ère a confondu les objectifs. Il y avait un certain nombre d'objectifs assignés à l'État congolais colonial. L'État colonial, c'est pratiquement juste une organisation pour l'exploitation de matières premières pour les comptes de l'industrie occidentale. Nous arrivons au pouvoir, nous gardons pratiquement juste la même philosophie, les mêmes méthodes. Or, on doit redéfinir mission. On doit redéfinir les objectifs de cet État. Voilà pourquoi, comme mon ami parlait en privé ici, qu'aucun individu ne peut pratiquement sauver ces pays, je me dis dans une certaine mesure, oui. Oui, pourquoi? Parce que les Congolais doivent se mettre ensemble, redéfinir notre État. Quelle est sa mission? Nous voulons devenir... Qu'est-ce que nous voulons devenir? Aujourd'hui, les Congolais s'inscrivent dans la politique conjoncturelle. Hein? Les Congolais n'est pas dans le long terme. Les Congolais n'est pas dans la prospective politique. On ne sait pas les Congos de 2035, de 2030, on aura combien de Congolais? Qu'est-ce qu'on va faire de ces Congos? On va construire combien de kilomètres de routes? Combien d'écoles? Combien d'universités? Tout ça, on ne dit rien, mais on veut juste être Congolais, gérer les Congos. Voilà pourquoi je dirais ceci. On doit redéfinir notre action et au besoin réorienter notre enseignement. Cet enseignement doit tenir compte de nos réalités locales. C'est-à-dire quoi? Des enseignements avec ferveur locale. Aujourd'hui, nous sommes un pays, un scandale géologique, mais on est ces pays-là de coltans. Hein, juste des nouveaux qui met sur le marché les coltans et autres, mais on n'a pas des universités, on ne forme pas des gens sur certaines questions. Oui. On est un pays à vocation agricole. Avons-nous pratiquement des universités, des instituts supérieurs en matière agricole qui forment réellement des agriculteurs? Ça pose problème. Donc, apparemment, on produit pas en fonction, on n'enseigne pas en fonction de nos besoins, mais en fonction pratiquement des besoins définis par les autres. En fonction pratiquement de ce que les autres nous ont présenté. Voilà pourquoi on doit redéfinir l'action de l'État. Notre trajectoire doit être redéfinie. Alors, merci beaucoup. Nous chutons avec cette question. C'est vrai que Lumumba est à prendre la dimension mondiale, internationale, mais sur le plan africain, est-ce la réussite de l'action de Lumumba? Ce n'était pas parce qu'il y avait une forte cohésion au niveau de l'Afrique avec d'autres présidents, et ce que nous ne constatons pratiquement pas actuellement. Je ne sais pas si vous pourriez... quelle analyse faites-vous, Mike Gardidiana, l'apport d'autres présidents africains dans le combat de Lumumba? Là, on cite le Kwame Nkrumah, et ainsi de suite. Oui, mais quand vous citez Kwame Nkrumah et les autres, je crois que c'est des gens qui ont ajouté dans la lutte de Lumumba. Il est dit, quand vous regardez son histoire, vous vous rendez compte qu'il a pris part aux différents congrès panafricanistes, justement où il s'est renforcé dans ses convictions. Je crois que l'apport est à ce niveau-là, mais il faudra aussi comprendre que cette dynamique est née du ras-le-bol de toute une communauté noire. C'est la question que j'aimerais poser actuellement. Est-ce que
la même situation actuellement. Apparemment, les Africains, en ces moments, nous sommes un peu divisés. Entre nous, nous entretuons, nous nous attaquons entre nous. Est-ce que c'est le même contexte, la même configuration ou bien... Quand vous posez la question, est-ce dans le même contexte? Moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, la dépendance de l'Afrique. Ah, d'accord. Sur par exemple, j'aime rester sur le terrain économique. La dépendance de l'Afrique sur le marché international est restée pratiquement identique que la période coloniale. Ah, c'est-à-dire, on n'a pas pris la dimension de l'indépendance dans son sens intégral. Et c'est ça, à mon humble avis, c'est ça le plus grand péché de l'homme africain. Nous restons toujours indépendants. On s'est contenté de pouvoir s'émanciper en termes de gestion interne. On n'a pas pris les soins de pouvoir créer des agrégats qui peuvent nous permettre d'être indépendamment libres et émancipés de nos colonisateurs d'autrefois. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que j'aime donner l'exemple du pays de la zone CFA. Vous vous rendez compte qu'après autant d'années aujourd'hui, des États qui, sur le plan économique, les agrégats structurellement dépendent intégralement, même leur propre monnaie est fabriquée par la France. Ça dit long de la mentalité de l'homme africain. On n'est pas allé jusqu'au bout de notre bataille. On n'a pas pris le combat dans son sens intégral. On s'est contenté de pouvoir reprendre la main, mais sans savoir qu'est-ce qu'on pourra faire et quelle est la marge de progression qu'on a ou la marge des négociations qu'on a vis-à-vis de nos colonisateurs d'autrefois. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, on s'est heurté à ces murs-là. On est libre de pouvoir décider, mais en réalité, dans le fond, ces colons représentent encore une force. C'est là où je disais, même quand vous regardez politiquement, quand vous répartissez les centres de pouvoir, les zones de pouvoir dans le continent africain, vous vous rendez compte que même quand quelqu'un devient président, il doit tenir compte d'un élément essentiel. Les partenaires traditionnels qui quittent la zone d'influence simplement économique, mais également politique. Et on est même parfois prêt à faire de concessions pour avoir la bénédiction et la grâce de ces personnes. En réalité, on est tombé dans une forme de néocolonialisme et parce que nous-mêmes, on a cédé une partie. On a cédé le pouvoir qu'on a récupéré au prix du sang. C'est ça la grande difficulté des hommes africains. J'ai fini avec vous, professeur. Qu'est-ce qui divise l'Afrique? Pratiquement, c'est la même question, mais je repose d'une autre manière. Qu'est-ce qui divise l'Afrique actuellement? Si le combat juste de l'homme a été inscrit dans les contextes pratiquement de la guerre froide, où il y avait pratiquement des têtes, aujourd'hui, le monde devient multipolaire. Vous avez plusieurs centres. Et l'Afrique, il est temps pour l'Africain de comprendre comment fonctionne le monde aujourd'hui et en profiter. Mais curieusement, l'Afrique demeure encore vraiment dépendante des autres. Quand vous prenez l'Union africaine, nos organisations sous-régionales et autres, sont des organisations qui dépendent des autres, surtout le plan financier, sur tout le plan. Même sur le plan de la formation, aujourd'hui, on vous dit, pendant que on voit pratiquement aujourd'hui la montée de la Chine, Russie et autres, Inde, c'est pratiquement, tout le monde voit comment ces États ont monté. Et aujourd'hui, la Chine a atteint un stade où on peut collaborer avec la Chine, tout comme les États-Unis, et redéfinir nos politiques. Mais très, très souvent, comme l'homme politique africain et généralement congolais, s'attache plus à son pouvoir, ne cesse pratiquement d'agir pour se maintenir au pouvoir, pour l'appropriation et la reproduction de son pouvoir. C'est comme ça que vous verrez les intérêts nationaux, l'intérêt général, lui ne travaille pas pour l'intérêt de ses concitoyens, il travaille pour l'intérêt des autres. Aujourd'hui, on travaille pour les intérêts des multinationales. On ne sait pas pratiquement... On ne sait pas redéfinir certains contrats parce qu'il y a des multinationales telles qui sont là, qui me protègent, qui garantissent pratiquement mon pouvoir. Mais on ne sait pas travailler pour le bien de... Aujourd'hui, les Congos ont des ressources inouïes énormes. C'est qu'ils pensent que les Congos, ils ont bloqué Koufa. C'est trompe. Les Congos ont bloqué Koufa parce que le Congo garde encore ses ressources intactes. Forêt, sous-sol, sol. On peut réorienter notre industrie, on peut réorienter notre philosophie et faire autrement et gagner davantage. Aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. Il est temps aux dirigeants africains de redéfinir leur politique et puis
de se mettre au-dessus de velléités matérielles. On a connu la mort de Kadhafi ici. Kadhafi, à un certain moment, prônait une Afrique unie, le panafricanisme. Il voulait une Afrique qui sera responsable, qui va se redéfinir. Mais même les Africains ont pratiquement participé à sa mort. Certains ne voulaient pas de son leadership. On veut bien des hommes forts, de vrais leaders, de vrais managers à la tête de l'Afrique, pas avec ces marionnettes. Les marionnettes vont toujours causer du tort à l'Afrique. Ces marionnettes qui se mettent dans l'Union africaine, pratiquement une aventure où les compères se rencontrent pour se protéger mutuellement. On dit non à ces genres d'organisations. Nous voulons des organisations dont la vision est clairement définie, qui vont défendre leurs intérêts, les organisations qui défendront pratiquement les intérêts des Africains et non les intérêts des individus. Beaucoup, professeur Yeni Edith Koumou. Merci également Mike Gardi Diana. C'est vrai que nous avions parlé de Lumumba, mais nous avions également retracé l'histoire de la République démocratique du Congo. Prenez cette émission, gardez-la en tout cas comme archive, faites même, soit visualisée auprès de nos frères africains d'autres pays. Je pense que c'est une très bonne émission et riche, tellement enrichie avec beaucoup de connaissances et beaucoup de révélations. Je pense que vous aviez noté les vrais noms de Lumumba. Mike Gardi Diana, vous pourriez rappeler pour finir. Son prénom c'était quoi? Elias Okita Somba. Elias Okita Somba. Là, c'est le vrai nom de Lumumba. Merci beaucoup, Abel Godor. Merci. Lumumba, c'est aussi son vrai nom. Parce que dans le droit congolais, on a la possibilité d'échanger son nom, si on le veut. Merci beaucoup, Abel Godor. Mais c'est son nom de naissance, en fait. Merci beaucoup, Abel Godor. Merci beaucoup à Sam Siani. Merci beaucoup à Fia Lungela, Lady Pro Florent. Tant pis, prompt rétablissement au DG Peter Tiani. C'est ce que j'aurais appris. Le DG est un peu souffrant. Je pense que c'est la bonne information. Vraiment félicitations à Peter Tiani. Je crois que dans la génération, c'est parmi les gens qui ont réussi à épater le monde. En tout cas, de là où il est, prompt rétablissement et sincères félicitations pour Perfect Télévision. Merci beaucoup. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'émission, c'est à suivre à 19h juste, 1h juste, 7h juste et 11h demain. Donc, prenez vraiment, savourez cette émission. Je pense que gardez-la, téléchargez Peter Tiani, relais YouTube Peter Tiani RDC. Abonnez-vous massivement. On se retrouve prochainement, demain, avec d'autres invités pour parler de ces temps académiens et d'autres informations. Là, nous allons maintenant revenir dans la politique, des polémiques, comme vous aimez tous. Je suis Gramig Légan, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Les Congolais aiment ça.